Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'idée aujourd'hui, c'est de parler de est-ce que les empathogènes, c'est-à-dire la famille de la MDMA, seraient plus adaptés que les psychédéliques pour la découverte un petit peu de ce monde ou pour un usage thérapeutique. Et du coup, c'est une intuition que j'avais eue depuis quelques années à force de voir des gens, etc., expérimenter dans un usage plutôt, on va dire, thérapeutique ou à visée d'éveil, etc. Et un truc qui me l'a confirmé récemment, c'est par rapport à l'hôpital de Genève qui fait des psychothérapies assistées en psychédélique. Eh bien, j'ai vu dans un de leurs documents, que je vous laisserai en description, que durant la première année, ce qui était utilisé, c'était la MDMA. Et c'était au bout de la première année, avec plusieurs sessions de MDMA qui avaient lieu toutes les 4 à 6 semaines, avec du suivi et de la thérapie entre les sessions et de l'intégration, etc. Au bout d'une année, commençait l'exploration de molécules comme le LSD et les champignons. Du coup, ça s'adresse à qui déjà? Déjà, je pense que quand on part de ce principe de voir les substances pour un usage thérapeutique, on ne parle pas de l'usage récréatif. Je pense pas que la majorité des personnes qui consomment de la MDMA, par exemple en festival ou quoi, en tirent vraiment quelque chose d'intéressant. Ce qui est dommage, parce que c'est une molécule qui a vraiment beaucoup à apporter. Et du coup, je pense les personnes qui sont concernées, déjà, c'est les gens qui veulent en faire un usage, on va dire, à visée thérapeutique, ça veut dire pour voir des traumas ou des gens qui ont, par exemple, des problèmes d'anxiété, etc. Et en parlant d'anxiété, je pense que c'est particulièrement adapté pour les personnes anxieuses. Par exemple, une proche à moi avait vraiment beaucoup de mal avec des molécules comme le LSD et les champignons. Elle pouvait avoir des accès de panique à des doses quand même assez légères, alors que quand elle explorait les empathogènes, et du coup dans les bonnes conditions, avec le bon set and setting, elle pouvait partir dans ces traumas, elle pouvait faire ressurgir des choses douloureuses, que ce soit des souvenirs ou aussi ça peut être des mécanismes, etc. Et ça lui permettait justement de voir ça sans avoir énormément, on va dire, de stress ou d'anxiété ou de risque de faire un excès de panique ou être dans une situation qui est problématique et dont laquelle on ne va pas forcément en tirer grand-chose. Et du coup, je pense qu'on va dire que si on prend l'exemple d'une personne débutante, ça peut être intéressant de s'orienter, en tout cas au début, plus vers les empathogènes que les psychédéliques. Je ne parlerai pas de dissociatif dans cette vidéo, j'en parlerai dans une autre vidéo. Parce que justement, si on va avec un mécanisme, on veut gérer les traumas. C'est-à-dire parce que on peut très bien se retrouver à prendre la MDMA et puis juste être avec la musique et être, on va dire, dans quelque chose qui est récréatif. Mais je pense que dans le bon contexte, ça peut aider parce que c'est quelque chose qui va, on va dire, inhiber la peur, inhiber le stress par des mécanismes chimiques, c'est-à-dire la libération de sérotonine qui va aussi libérer au final de l'ocytocine qui va permettre d'être dans un état où c'est facile d'accéder à ces traumatismes et on a moins de répulsion, de résistance et de dégoût par rapport à ça. Du coup, en termes de dosage, ce qui est préconisé en général, c'est, on va dire, si on prend une fourchette quand même large, entre 1 et 2 mg par kilogramme. Du coup, voilà. On va dire le milieu, on tourne aux alentours de 1,5 mg par kilogramme. Du coup, ça serait 100 mg pour une personne de 70-75 kg. Et voilà. Du coup, 2 mg, c'est vraiment un maximum. Et on part de la dose totale, c'est-à-dire avec la redose. Parce qu'avec la MDMA, c'est commun de redoser, parce que la molécule a quand même un effet assez court de 3 à 4 heures. Du coup, c'est commun de, on va dire, au bout de 1 heure et demie, c'est-à-dire qu'on est déjà bien dans le plateau, de rajouter une dose qui peut être un tiers de la dose initiale. Par exemple, quelqu'un qui aurait pris 100 mg, il rajouterait peut-être 30-35 mg.
jusqu'à un demi de la dose initiale, c'est-à-dire rajouter 50 mg. Et par exemple, dans le cas de l'hôpital de Genève, eux, ils proposaient un booster de 25 mg, on va dire à H plus 90 minutes. Et voilà, du coup, je pense que le booster, en plus de rallonger la durée, il peut potentiellement légèrement intensifier les effets. Voilà, je pense que le timing de 1h30, il est bon avec la MDMA. Et on va dire ces dosages-là, je pense qu'à la place d'avoir une approche qui est très clinique, très tout le monde doit prendre 1,5 mg par kilogramme, etc. Je pense que ça dépend vraiment de la situation. Par exemple, dans le livre MDMA Solo, du coup je vous laisserai le lien de la vidéo où j'en parle et le livre en PDF qui va avec en français. La Castalia Foundation, c'est-à-dire la fondation qu'il a écrit, elle dit que justement la MDMA, c'est quelque chose qui va vraiment être adapté en fonction des personnes. Ça veut dire quelqu'un qui veut gérer la MDMA, on va dire, pour des traumatismes qui sont, on va dire, légers, même si c'est pas forcément les bons termes que j'utilise, c'est-à-dire un traumatisme qui n'est pas forcément quelque chose, enfin un traumatisme qui ne serait pas, on va dire, si impactant que ça. Ça veut dire, je sais pas, on peut pas vraiment faire de différence entre les souffrances des gens, mais je pense que quelqu'un qui, par exemple, se serait fait violer très jeune, comparé à quelqu'un qui aurait peut-être été victime de harcèlement, je sais pas. En vrai, c'est au niveau du ressenti. Et justement, la MDMA, bah, c'est possible et je dirais logique de prendre des plus grosses doses pour des gens qui ont des traumas plus lourds parce que c'est quelque chose qui va avoir du mal à remonter. C'est-à-dire l'approche dont je vous avais parlé, eh bien c'était avec une prise d'empathogène justement qu'elle avait réussi à parler de traumatisme, de viol qu'elle avait vécu dans son enfance. Elle a pu m'exprimer des choses et libérer des choses qu'elle n'avait jamais pu exprimer avant alors qu'elle a fait des années et des années de thérapie. Du coup, ça veut dire que ça a vraiment quelque chose d'utile. Dans le livre MDMA Solo, il parle aussi de plusieurs redoses pour vraiment allonger l'expérience, parce que c'est court la MDMA, en 3-4 heures, on n'a pas forcément le temps de faire tout le processus, et c'est pour ça que je vais vous parler des alternatives de la MDMA. Du coup, je vous laisse juste ici la vidéo sur les alternatives à la MDMA, qui sont au final des benzofuranes. Du coup, c'est très proche structurellement de la MDMA, ça veut dire que c'est des phénéthylamines liées aux amphétamines, voilà. Et on a, par exemple, ceux qui sont connus en ce moment, c'est le 5-MAPB et le 6-APB. Du coup, déjà, pour vous donner une idée des doses, avec le 5-MAPB, faut pas dépasser, je dirais, 1 mg par kilogramme d'hydrochloride. Après, le fumarate, vu qu'au final, le fumarate, c'est quelque chose qui a 305 grammes par mol, alors qu'il y a plus 225 grammes par mol dans l'hydrochloride. Le fumarate, qui en général, j'ai l'impression que les gens, en général, ce qui est vendu, consommé, c'est surtout du fumarate. Du coup, ça se dose à 35% de la dose de l'hydrochloride. Et le 6-APB, pour moi, parce que voilà, il faut faire ses recherches, c'est quelque chose où il ne faut vraiment pas dépasser 2 mg par kilogramme de succinate. Du coup, encore une fois, je précise succinate, parce que succinate, c'est ce qui est en généralement consommé par les populations, parce que c'est ce qui est vendu en général par les sites de l'internet gris qui produisent ça, etc. Et voilà, il a 60% de la puissance de l'hydrochloride, le succinate, et il faut vraiment y aller doucement sur la dose, parce que c'est pas... Prendre une surdose avec ce genre de truc, c'est pas intéressant. C'est vrai que l'overdose, elle est pas si proche que ça, mais elle est pas si loin. Il y a des overdoses de MDMA à partir de quand même 500 mg. On a l'impression que c'est énorme, mais il y a des tases où il y a 300 mg, c'est-à-dire les extasies, elles peuvent contenir 300 mg. C'est-à-dire que prendre 2 extasies peut potentiellement être mortel, en particulier chez les gens qui ont une santé, quelque chose de cardiaque, etc. Il faut savoir aussi, petite réduction de risque, il y a quand même beaucoup de pilules d'ecstasy qui ne contiennent pas de MDMA ou qui contiennent d'autres trucs avec, et il y a beaucoup de MDMA qui est vendu sur le marché noir, qui est coupé, qui n'est pas pur, qui des fois a d'autres produits dedans qui peuvent être dangereux. Enfin voilà.
Je pense dans l'idée, il faut être sûr de ce qu'on a avant de se lancer dans la consommation. Et c'est pour ça aussi que je pense que ça peut potentiellement être, être plus intéressant de se diriger vers des molécules qui sont pas forcément sur le marché noir, parce que justement il y a plus de chances, pas non plus sûr à 100%, d'avoir exactement ce à quoi on s'attend. Voilà. Je préviens que ce n'est pas une incitation ou non à la consommation de substances, qu'elles soient légales ou illégales, dans les circonstances incluses dans la. Le 5-MAPB, déjà, il dure 6 heures, ça c'est intéressant, parce que la MDMA qui dure 3-4 heures, au moins là on a un truc de 6 heures, c'est déjà bien. Il est plutôt sédatif, ce qui peut être intéressant, parce que la MDMA peut être un peu trop stimulante parfois pour plonger dans ce qui est thérapeutique. Il y a beaucoup de gens en ligne qui parlent du 5-MAPB comme ayant un potentiel thérapeutique plus élevé que la MDMA, et il a aussi donc une capacité d'introspection, parce qu'on est sédaté, on a juste envie de rester assis, allongé, plongé à l'intérieur. Et voilà, la MDMA, des fois, ça peut nous pousser vers le sociable. Il y a beaucoup de gens que quand ils prennent de la MDMA, surtout bon, dans un contexte récréatif, ils vont commencer à parler à tout le monde, etc. Et ce n'est pas forcément l'idéal dans un but thérapeutique. Le 6-APP, quant à lui, dure encore plus longtemps. Et oui, il dure 8 heures, ce qui est vraiment long. Vraiment long. Il est en plus un poil psychédélique. C'est-à-dire que la MDMA est aussi un tout petit peu psychédélique, mais vraiment très légèrement. Le 5-MAPB, pas du tout. Et le 6-APB, plutôt. C'est-à-dire quand la dose commence à être un petit peu élevée, on peut avoir un mindset psychédélique, des petits visuels, etc. Et il est très dansant. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est pas forcément ce qui est appliqué dans la thérapie classique, mais par exemple, si on parle de choses comme la danse extatique, ou d'une certaine manière, la danse peut être une forme de libération et de thérapie, une forme d'épanouissement. Je ne saurais pas vraiment comment le dire. Ça veut dire que la catharsis peut aussi bien être faite en étant complètement immobile qu'en étant dans le mouvement. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Après, j'ai exploré un petit peu de tous les côtés. Et c'est ça un peu l'idée. Après, en termes de neurotoxicité, cardiotoxicité, si je me trompe pas, les molécules dont je vous ai parlé, les benzofuranes, sont considérées, je pense, comme légèrement plus cardiotoxiques, mais aussi légèrement moins neurotoxiques. Voilà. Je vous invite à vérifier sur Internet ce que je vous dis et à peut-être lire des recherches, etc. En tout cas, de ce qui est connu en général, c'est qu'il n'y a pas vraiment à se soucier de la neurotoxicité et de la cardiotoxicité, que ce soit de la MDMA ou de ces autres molécules, même si elles sont moins recherchées que la MDMA, du coup, en tout cas pour la MDMA. C'est vraiment dans une consommation abusive en termes de dose et de fréquence qu'il faut commencer à se soucier de la neurotoxicité et de la cardiotoxicité, à moins d'avoir des problèmes de santé, par exemple. Mais sinon, dans une consommation, on va dire, raisonnable et responsable, il n'y a pas vraiment à se soucier de ça. Voilà. Ces molécules, comme je vous l'ai dit, 6-APB, 5-MAPB, MDMA, sont des phénéthylamines. Et dans les phénéthylamines, on a beaucoup de psychédéliques. Du coup, une bonne partie d'entre eux a été découverte par Alexander Shulgin. Et on a par exemple le 2CB, le 2CB Fly, le 2CC. J'ai une vidéo dessus, il est très intéressant, c'est un 2CB sédatif. La mescaline, du coup, qui vient du cactus, le peyote, le San Pedro, et le 2CD, et il y en a un tas d'autres. J'ai juste parlé de celles qui sont plutôt light, soft. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que ces molécules, vu qu'elles ont d'une certaine manière des effets empathogènes, on va dire, c'est pas vraiment un empathogène classique qui va libérer de la sérotonine, mais du coup c'est aussi intéressant que ce soit des molécules qui ne vont pas vider le stock de sérotonine, car elles peuvent être utilisées avec une marge de manœuvre plus grande en termes de fréquence et de dosage. Le fait qu'elles aient de légers effets empathogènes, ça permet d'être beaucoup mieux, on va dire, tolérées mentalement, en particulier par les gens qui sont facilement anxieux, etc. Du coup, pour reprendre le cas de la personne de qui je parlais, autant l'LSD, elle a vraiment des mauvaises réactions à des doses assez basses,
autant des molécules comme le 2CB ou le 2CB-Fly, c'est quelque chose avec lequel elle n'a pas vraiment de mal, en tout cas aux doses vraiment légères. L'idée en termes de sensation, c'est que c'est des molécules qui sont assez douces dans le sens où le LSD, ça peut vraiment te mettre une claque et te faire peur et te faire un petit peu partir en parano. Avec ces molécules, c'est aussi possible, mais je pense dans une moindre mesure. Et l'idée, c'est que certaines d'entre elles ont déjà été recherchées. Par exemple, le docteur Frédéric Fischer-Meckel, duquel on va parler d'Abashouia, elle en parle beaucoup du 2CB, elle utilise aussi le LSD et la MDMA. Et le 2CD était utilisé par Hans-Karl Lehner dans ses recherches, et c'est un petit peu lui le pionnier des thérapies psycholytiques. J'ai aussi fait une vidéo dessus, c'est les thérapies à des dosages plutôt légers, une fréquence plutôt élevé. Par rapport au LSD, il y a des molécules très proches du LSD, c'est-à-dire le LSD, il y a plein de dérivés qui sont plus ou moins connus, comme un PLSD, un CPLSD, un VLSD, et il y en a même un nouveau qui s'appelle le 1BZLSD, ça me fait rire, mais bon. Et il y en a un qui est l'ALAD. L'ALAD, c'est un dérivé lysergique qui va durer moins longtemps, qui va être moins puissant, et qui va être moins anxiogène. C'est-à-dire une sorte de LSD pour bébé. Enfin bon, ne donnez pas du LSD à des gosses et vous dites que c'est moi, et après je suis là en talk, qu'est-ce que t'as fait? J'ai donné du LSD à des bébés. Non, ok. Ne faites pas ça. Je vous surveille. De près. Et l'ALAD, vu qu'il est pas mal plus doux, en tout cas aux doses assez légères, je pense que ça peut être plus intéressant à explorer pour les débutants, et j'en parle dans une vidéo consacrée à la molécule, je vous laisserai à la fin. Du coup, pour revenir à notre docteur, elle a beaucoup utilisé les combinaisons de substances, et moi je pense que les combinaisons c'est quelque chose de très intéressant. Dans le sens où c'est possible avec des combinaisons d'avoir un effet équilibré entre différentes molécules, et du coup de ne pas avoir un effet par exemple du LSD qui serait trop flippant, tout en ayant un effet empathogène qui permettrait de rendre l'expérience plus lisse. C'est-à-dire que le candy flip, même si c'est un mélange de LSD MDMA, en général, il est quand même plus simple à gérer que le LSD tout seul. Surprenant. L'expérience est souvent plus intense en plus. Mais c'est juste que c'est plus simple à accepter d'une certaine manière. Ça veut dire qu'une fois, j'avais expérimenté avec du 6-APB, du 2CE et du 2CB, à des doses qui restaient légères. Et ça m'a envoyé quand même assez loin quand j'ai pris les 2C par-dessus le 6-APB. Mais j'étais vraiment pas stressé, pas inquiet, et j'arrivais à lâcher prise de manière assez facile avec l'effet empathogène. Alors que j'aurais eu la même puissance d'expérience sans l'empathogène dans le fond, il y a moyen que je me serais un petit peu inquiété, que j'aurais résisté, etc. Et je pense que ces combinaisons, elles peuvent avoir quelque chose de très intéressant. Je vous laisserai donc un article et une vidéo de Dr Fischer, Meckel, Frédéric, sur l'usage du LSD, de la MDMA et du 2CB en thérapie et en combinaison. Moi, mon idée, si quelqu'un découvre ce genre de substance, je ne suis pas aussi catégorique que l'usage qui en est fait par exemple à l'hôpital de Genève, c'est normal, il doit faire un cadre à peu près pour tout le monde. Moi, ce que je veux dire, c'est mon usage personnel a été expérimental. Et les gens autour de moi qui ont fait leurs expériences et qui se sont peut-être inspirés de moi sur certaines choses, ou qui ont écouté mes conseils, que ce soit en vidéo ou autre, l'idée c'est que pour moi c'est quand même possible de faire une exploration de plusieurs molécules en même temps. Je parle sur une longue période, mais ça veut dire que il y a beaucoup de gens, ça serait intéressant de découvrir le LSD en partant de la base de la dose psycholytique, qui est de par exemple 30 microgrammes, et puis peut-être de voir comment leur réaction à 50 microgrammes, etc. Alors que le travail de fond en psychothérapie,
Et quand je dis psychothérapie, c'est quelque chose d'une certaine manière qui peut être fait seul. En tout cas, c'est ce qui est prôné dans le livre MDMA Solo et c'est quelque chose dans lequel je crois personnellement. C'est possible, ça veut dire quelqu'un qui découvrirait de, en même temps, découvrir les empathogènes à des doses légères médium et dans le bon contexte pour thérapiser le truc. Et d'à côté, évidemment avec de l'espacement des prises et voilà, de la responsabilité, du set and setting et tout le blabla, d'expérimenter des psychédéliques, peut-être les champignons, le LSD, le 4-OMET, le 2CB, enfin il y a tellement de molécules explorables et déjà explorées, mais du coup justement à des dosages plus bas, que par exemple d'autres personnes qui auraient plus de facilité ou plus d'expérience, qui peuvent gérer sans trop de soucis 150 microgrammes d'LSD. Je pense qu'une grande majorité des débutants auraient vraiment beaucoup de mal avec 150 microgrammes de LSD. Je pense que même moi, on m'aurait donné 150 microgrammes de LSD mon premier trip, j'aurais chié dans mon froc. Non, mais je veux vous foutre de ma gueule, il fait caca dans... Non, non. J'ai dit que j'aurais. Vous comprenez pas la conjugaison. J'ai pas dit j'avais chié dans mon froc. Ça m'est arrivé, mais ça n'avait rien à voir avec ça. J'étais petit. J'avais 8 ans. Je voulais pas aller aux toilettes de l'école. Bref, hors sujet. Et il y a aussi des combinaisons qui peuvent être intéressantes. Ça veut dire, j'ai lu pas mal de gens, par exemple sur Reddit, qui font une combinaison de MDMA et de 2CB à des doses très faibles, de par exemple 10 mg ou même 8 mg de 2CB, et peut-être 30-35 mg de MDMA. Ce qui, 30-35 mg de MDMA pris tout seul, ça ferait quasiment rien. Mais en combinaison, ça permet d'avoir un effet qui est proche d'une dose totale de MDMA, qui est proche d'une dose totale de 2CB. Genre, c'est une sorte de mélange des deux, qui au final a une durée un petit peu, la MDMA et 2CB, ça a des durées assez proches. Et du coup, ça peut être intéressant dans pas mal de situations, de circonstances. J'ai beaucoup parlé de combinaison dans mes vidéos. C'est un truc par lequel je suis vraiment passionné, sur lequel je me focalise, parce que pour moi, c'est un petit peu comme de la cuisine, un peu de ci, un peu de ça, et on fait des la. Voilà, tout simplement. Le Candy Flip, Andrés Gómez Emilson, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ça. Il dit que le Candy Flip, c'est quelque chose qu'on peut même découvrir à des doses très très faibles, avec, on va dire, le point sécable du début, qui serait à peu près à 40 mg de MDMA, et 50 microgrammes de LSD. On pourrait déjà avoir un Candy Flip très léger avec lequel on pourrait avoir des expériences intéressantes. Et de l'autre côté, une autre combinaison qui est connue, peut-être moins connue, c'est le Nexus Flip, dans lequel on commence par un empathogène style MDMA et on finit par une molécule style 2CB. Et du coup, le 2CB qui est pris 2 heures et demie après la MDMA, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'une certaine manière annuler ou énormément adoucir la descente de la MDMA en justement allongeant les effets empathogènes, et ça permet de créer un petit, on va dire, headspace psychédélique qui permet, on va dire, j'ai dit 2 fois on va dire, jamais 203, du coup on va dire que ça va permettre d'explorer les choses qu'on a un petit peu creusées et mis à nu. Ben non. Bah non, je veux publier sur YouTube. Je peux pas me mettre à nu. Psychologiquement, oui. Mais physiquement, pas sur ce contenu. Il y a mon OnlyFans dans la description. Pour ceux qui y ont cru, consultez un psy. Le fait que ça annule la descente, ça peut être assez intéressant parce que des fois, c'est le retour à la réalité d'un empathogène qui fait un petit peu une sorte de décalage, un petit peu une sorte de choc qui fait qu'on a du mal à intégrer l'expérience ou qu'on a l'impression que ce qu'on a vécu c'était juste l'effet de la substance, et du coup le fait d'avoir un retour assez doux vers la réalité peut être intéressant. Après, tout se joue sur le dosage. Quelqu'un qui prendrait une grosse dose de 2CB, il va pas avoir un retour doux tout petit, il va se prendre une claque cosmique. Et le High Flip, qui est une combinaison sur laquelle je m'intéresse beaucoup personnellement, qui est un mélange de LSD, MDMA, 2CB. Du coup, c'est un Candy Flip qui finit en Nexus Flip.
L'idée, c'est que le candy flip, c'est un mélange qui est pas mal recherché. Il y a même des études dessus. J'avais fait une vidéo sur une étude. Et le problème du candy flip, c'est que la descente, elle est un peu rude parce qu'on a la fin de l'empatogène avec la fin du psychédélique et le retour à réalité qui peut être un peu sale fait qu'on va pas profiter au maximum de ce qu'on a un petit peu refait surgir à la surface et guéri, éclairé avec notre conscience. Et du coup, le 2CB, c'est quelque chose qui permet plus d'avoir une descente en douceur, parce que au final, c'est une expérience qui peut être dosée de tellement de manières possibles. Ça veut dire, pour ceux qui ont vu les interviews, il y a des gens qui ont pris des petites doses, il y a des gens qui ont pris des grosses doses, qui se sont pris des coquelas. Mais c'est vraiment quelque chose qui pourrait être pris à des doses minimes. Ça veut dire, un exemple, ça pourrait vraiment être, ça veut dire, quand j'avais fait la vidéo du Ali Flip avec S, ce qu'elle avait pris, c'était 75 microgrammes d'acide, ce qui reste léger quand on a un peu d'expérience. C'est pas forcément une dose de débutant non plus. Et c'était après 70 mg de MDMA, ce qui est vraiment léger. Et à la fin, c'était, je pense, 8 mg de 2CB, ce qui est aussi vraiment léger. Du coup, les trois combinés, ça donne quand même une expérience médium. Voilà, on n'est pas non plus dans le fort parce que les dosages sont légers. Mais l'idée, c'est que ça peut donner une expérience vraiment complète. Du coup, je ne suis pas en train de mais justement, je pense que quelqu'un qui aurait déjà l'expérience de ces trois molécules et d'un petit peu les avoir combinées entre elles, un Ali Flip à dose très légère, ça peut être plus intéressant. Ça veut dire, les doses que je vous ai décrites pourraient être plus intéressantes qu'un trip de LSD à une dose un peu modérée forte, de par exemple 150 microgrammes, où il y aurait peut-être trop d'un seul coup et qu'on n'aurait pas forcément le temps de l'assimiler, ou on va dire d'un empathogène qui serait pris tout seul, avec lequel on n'aurait pas forcément les clés pour plonger dans les profondeurs. Et le 2CB pris tout seul, lui aussi, c'est possible que ça a certaines limites. Voilà. Ça veut dire que il y a pas mal de gens qui, même s'ils ont envie de s'orienter vers quelque chose de thérapeutique, n'ont pas forcément les outils et une expérience purement empathogène. Ça veut dire qu'au début, je vous ai parlé d'un concept qui est un set and setting qui est vraiment thérapeutique et cadré. Et du coup, dans un set and setting qui est cadré, etc., le thérapeute va un petit peu vous pousser à vous diriger vers vos traumatismes. Mais quand le set and setting n'est pas forcément le plus adapté pour ça, un empathogène peut être pris sans qu'il y ait réellement d'effort pour se diriger vers ses profondeurs. Et le fait qu'il y ait aussi avec un psychédélique, ça peut être intéressant. C'est-à-dire la même personne dont je vous avais parlé au début, les empathogènes tout seul, elle a quand même si elle va plonger dans les profondeurs, elle risque quand même de passer une bonne expérience à juste essayer de, on va dire, profiter des effets de la musique, etc. Alors qu'avec une dose même légère de psychédélique à l'intérieur, ça va un petit peu la forcer à aller vers ses profondeurs, sans pour autant que ce soit difficile à gérer avec l'effet empathogène qui réduit tout ça. Voilà les amis, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ça. Après l'idée cette fois, j'ai voulu être dehors pour faire la vidéo. Je me suis dit ça vous ferait du bien, un petit peu de ciel. Après quand j'ai commencé la vidéo, c'était tôt, j'entendais les oiseaux chanter. Là on a les motos crossées, comme si la roue est voilée. Bref, désolé. Et du coup, les amis, je vous laisse ma playlist sur le Ali Flip duquel je vous ai parlé. Je vous laisse une vidéo sur le 2CB Fly, une vidéo sur l'ALAD, qui sont toutes les deux des molécules qui peuvent être plus adaptées aux débutants. Et sur ce, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter. Hasta la vista!